Fréquence drone. Décolle. Fréquence drone, la première web radio francophone dédiée aux télépilotes et acteurs des filières drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Fréquence drone. Interview. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence Drone. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Porcinet. Alors bonjour Nicolas. Bonjour Thierry. Alors Nicolas, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Oui, donc du coup, je suis télépilote et instructeur depuis 2015. Donc préalablement, je suis déjà instructeur du LM depuis également 2015. Et depuis cette date, je suis télépilote et exploitant en travaillant pour différentes écoles. Et je suis également télépilote longue élongation depuis 2018. J'ai commencé par faire de l'AVM, de Aéromapper. Puis par la suite, j'ai été formé sur les différents autres vecteurs S4, et notamment l'UX11, le DT18 et par la suite encore le DT26. Et par rapport à ça, tu es pompier volontaire. Tout à fait, donc c'est un peu le but en fait de cette interview. Je suis sapeur-pompier volontaire et conseiller technique départemental pour le SDIS 04, donc le SDIS des Alpes de Haute-Provence. Alors, qu'est-ce qu'un pompier volontaire ? Alors un pompier volontaire, c'est un agent d'un SDIS qui n'est pas professionnel, du coup, qui donne du temps en plus de son travail pour les activités de pompier. Et alors, dans tes activités de pompier, est-ce que le drone est un élément essentiel aujourd'hui ? Alors, essentiel, en fait, il n'est pas dans tous les SDIS, il est dans beaucoup de SDIS aujourd'hui, comparativement encore il y a 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a une énorme plus-value avec le drone pour tout ce qui est reconnaissance aérienne, que ce soit sur les feux de forêt, des reconnaissances pour localiser les différents foyers, même après le feu, pour aller voir les différents points chauds et traiter ces différents points chauds qui sont à la limite en fait du vert lorsqu'on est sur un feu de forêt. Également sur les feux urbains, pour faire des SITAC, pour voir les situations tactiques, voir les différents bâtiments qui sont autour du feu et potentiellement voir les axes de propagation du feu pour anticiper. Et également pour tout ce qui est intervention risque chimique, pour aller identifier tel ou tel produit, voir les plaques qui sont sur les camions par exemple, enfin, tout ce genre de choses pour éviter de mettre en danger les différents agents. Alors, sujet brûlant, si je puis le dire, pour un pompier. Souvent, on nous pose la question sur les différents groupes des réseaux sociaux. Est-ce qu'un pompier peut utiliser un drone comme il le veut et dans toutes circonstances ? Alors, quand il le veut et dans toutes circonstances, non. Si nous ne sommes pas dans le cadre d'une intervention, on ne peut pas se déroger aux règles. La dérogation aux règles, elle est bien encadrée. Elle est encadrée dans l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 2020. Et c'est seulement et seulement lorsque les circonstances de la mission le justifient. C'est-à-dire lorsque vous avez des feux de forêt ou feux urbains, par exemple. Enfin, c'est essentiellement le cadre d'usage lors d'intervention. Au-delà de ça, pour tout ce qui est mission de prévention, si on doit aller faire des reconnaissances ou faire des photos pour le mettre dans tout ce qui est plan d'établissement recevant du public, par exemple, hein, ce qui est de l'activité de prévention. Dans ce cas, on doit se conformer aux règles, c'est-à-dire pour voler en ville, 5 jours, etc. Enfin, comme tout le monde, comme n'importe quel autre exploitant. Quel drone utilise le SDIS pour faire ses reconnaissances ? Alors, dans le SDIS dont je suis, donc le 04, les Alpes de Haute-Provence, nous utilisons principalement du Mavic 2 Enterprise Dual. Et avec ceci, aujourd'hui, nous allons bientôt utiliser un système de streaming en direct avec lien RTMP, que beaucoup connaissent déjà, et pour renvoyer vers ce qu'on appelle la salle CODIS, c'est la salle du centre opérationnel départemental d'incendie de secours, pour que ensuite toute la chaîne de commandement puisse avoir une visualisation du feu. Est-ce que vous faites appel à des prestataires ou est-ce que c'est uniquement des télépilotes formés en interne ? Alors ça dépend des services départementaux d'incendie de secours, et pour le 04, c'est que des télépilotes en interne qui sont titulaires du CATT avec la formation pratique, et je sais que pour d'autres SDIS, certains font appel effectivement à des prestataires externes, donc des sociétés de drones qui sont déjà elles-mêmes exploitantes, et dans ce cas ce sont des commandes qui sont passées par les SDIS. D'autres SDIS également forment en interne des pompiers experts qui sont télépilotes par ailleurs dans le civil, et la formation consiste à utiliser le drone lors des interventions, donc les différentes techniques et tactiques qu'on peut mettre en place avec un drone sur intervention.
Et si un des télépilotes qui nous écoute a envie de contacter un SDIS pour se présenter et dire qu'il va travailler, donc quelles sont les compétences qu'il doit avoir en tant que télépilote? Est-ce qu'il a des particularités? Alors, ça dépend dans quel département il va se trouver. Certains départements, comme je le disais, ne font pas du tout appel même à des sapeurs-pompiers volontaires experts ou à des prestataires externes. Dans ce cas, il faudra rentrer comme sapeur-pompier volontaire classique et ensuite proposer ses services ses compétences de télépilote de drone. Après, encore une fois, c'est par département, il faut contacter au cas par cas chaque SDIS là où vous habitez. Et pour les compétences, si jamais on est prestataire externe qu'on veut se présenter, est-ce qu'il y a peut-être un protocole à suivre, peut-être une formation spécifique à suivre lorsqu'on est prestataire et qu'on voudrait se présenter pour aider les pompiers? Là encore, ça dépend des départements. Certains départements vont envoyer en formation à Nîmes, donc à l'école de la sécurité civile, leurs sapeurs-pompiers volontaires ou sapeurs-pompiers professionnels d'ailleurs, enfin leurs différents télépilotes sapeurs-pompiers. D'autres vont faire des formations en interne. C'est le cas pour le SDIS 04. Alors moi j'avais vu une émission sur laquelle on présentait effectivement le drone chez les sapeurs-pompiers et c'est quand même très très bien organisé. On a un PC, on a il y a un langage qui est cohérent, sur lequel qui est commun à tous. On est aussi en liaison avec les hélicoptères ou avec les soldats, soit éventuellement les Canadair. Tout ça c'est très très bien encadré quand même. Alors effectivement, si je prends l'exemple du feu de forêt, à partir du moment où vous avez d'autres moyens aériens, où vous avez ce qu'on appelle un officier aéro qui va gérer l'ensemble des moyens aériens et le drone va s'intégrer dans ce dispositif aérien. Donc sur intervention, typiquement, on est toujours en contact avec cet officier aéro qui va nous donner l'autorisation de pouvoir décoller et qu'on soit toujours bien en sécurité, qu'on risque pas de rentrer en collision avec un autre aéronef, que ce soit un hélicoptère bombardier d'eau, un hélicoptère de reconnaissance ou un avion type Canadair ou Dash. Souvent, quand il y a des feux de forêt, malheureusement, il y a beaucoup de badauds. Et est-ce qu'aujourd'hui, les badauds sont équipés de drones et viennent vous embêter un peu sur le secteur? Alors, je parlais à titre personnel, ça m'est déjà arrivé, alors pas forcément de drone, mais de parapente, qui étaient venus sur les lieux d'un feu de forêt, là où j'étais en surveillance. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas d'interdiction de survol des feux. Donc, on peut que le conseiller, bien entendu, de ne pas le faire, mais tant que le préfet n'a pas pris un arrêté dans ce sens, si le feu vient de se déclarer, il n'y aura pas forcément, et ce ne sera pas le cas, il n'y aura pas d'interdiction de survol. Et dans ce cas, effectivement, on peut malheureusement rencontrer des gens, même si c'est interdit. Le risque, c'est de rencontrer un autre aéronef, que ce soit un télépiloté ou un habité, et c'est une autre expérience également sur un autre feu de forêt. Là, il y avait, je ne sais pas si c'était un journaliste ou un badaud qui avait sorti un drone, et différents sapeurs-pompiers l'ont vu, l'ont fait remonter justement à l'officier aéro au PC, au poste de commandement, et dans ce cas, la gendarmerie est partie interpeller la personne en fait. Donc, je suis pas sûr qu'il ait eu une sanction ni quoi que ce soit, mais en tout cas, la gendarmerie lui a interdit d'effectuer ses vols à ce moment-là. Oui, mais c'est quand même surprenant qu'on n'interdise pas de vol sur des zones comme ça. Le parapentiste, il est quand même inconscient, parce que s'il tombe en plein milieu de l'incendie... Alors, c'était pas vraiment sur l'incendie, comme je le disais, c'était sur une surveillance d'incendie. Par contre, il y avait différents drones qui survolaient à ce moment-là, dont moi-même. Et c'est vrai que c'est pas super safe de voler au-dessus d'un incendie qui était fixé, mais qui n'était pas encore arrêté. Nicolas, si tu le veux bien, nous allons faire une pause et nous disons à nos auditeurs de Fréquence Drone à tout de suite. Coming for your love, okay? Take on
Et nous voilà de retour avec notre invité sur Fréquence Drone. Alors, on va continuer un peu dans le sujet des drones, mais on va sortir un peu du cadre des pompiers. Tu es instructeur, hein, on en a parlé tout à l'heure. Tu es depuis très longtemps maintenant télépilote de drone. Tu es aussi instructeur ULM, si j'ai bien compris, d'accord, y compris hélico, c'est ça? Alors, je suis instructeur ULM 3 axes et autogire, également examinateur d'instructeur d'ULM, étant donné que j'ai travaillé dans une structure de formation d'instructeur d'ULM. Et tu as vu l'évolution de l'enseignement et tu as toi-même développé une activité d'enseignement pour les télépilotes et une application qui s'appelle Drone Theory, je crois. Tout à fait. Donc, en fait, historiquement, quand j'ai commencé la formation en drone, je faisais essentiellement de la formation théorique, étant donné qu'à l'époque, le théorique qui était valable pour les télépilotes était le théorique ULM. Et en mars 2020, donc avec les différents confinements et à cause du Covid, je devais trouver une solution pour me remplacer moi-même des cours en physique, étant donné qu'on ne pouvait plus se déplacer, qu'on était tous confinés chez nous. D'où la solution Drone Theory qui permet de former des élèves à distance. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce concept Drone Theory? Alors, Drone Theory, c'est une plateforme dans laquelle vous allez retrouver des vidéos en e-learning qui reprennent le programme de formation de tel ou tel examen. Donc, Drone Theory forme aujourd'hui pour le CATT ainsi que pour l'Open A2. Et également, comme sur d'autres plateformes de préparation à l'examen, nous avons des questions de préparation à l'examen avec des réponses en vidéo, ce qui est relativement unique vis-à-vis de la concurrence aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut avoir des questions qui nous paraîtraient peut-être incongrues, on peut avoir des fois juste par hasard, mais le fait d'être avec la vidéo, tu expliques le pourquoi de la réponse. Exactement, en fait, pour chaque question, une vidéo a été réalisée pour retrouver dans le cours la bonne partie avec l'explication du pourquoi, du comment et le cheminement, comment on peut arriver à la bonne réponse, systématiquement. Et si j'ai bien compris, il y a des centaines d'heures de vidéos, non ? Oui, alors dire exactement le nombre d'heures de vidéo, je ne saurais pas dire tellement il y en a beaucoup. Je sais qu'aujourd'hui, je suis environ 900 vidéos, étant donné que la base de questions est déjà elle-même autour de 800 ou 900 questions. Après, il y a pas mal de questions avec simplement la réponse qui va changer, mais la sémantique de l'énoncé est le même en fait. Après, c'est juste une histoire de calcul ou ce genre de choses. Oui, de toute façon, c'est toujours intéressant de croiser les réponses de manière à voir si on comprend bien. Donc, je pense qu'une question qui va être posée dans un sens et une question dans l'autre permettra de savoir si on a bien intégré la réponse. Parce que c'est ce qui compte le plus. C'est pas d'apprendre par cœur, c'est bien d'intégrer le concept de la réponse. Exactement. En fait, Drone Theory, ça permet d'éviter le bachotage et justement de bien comprendre le pourquoi du comment de la question et d'arriver avec un cheminement, un raisonnement pour avoir la bonne réponse. Et c'est du coup transposable pour différents thèmes et différentes questions. Oui, mais ça, tu le tires de l'enseignement aéro, parce que aujourd'hui, quand on voit certains centres de formation comme ils forment, c'est plutôt du bachotage. Alors malheureusement, oui, effectivement, c'est déjà des techniques que j'utilisais quand je faisais de la formation ULM pure, et de la formation ULM pour le théorique ULM, et après j'ai retranscrit ça pour le CATT par la suite, et c'est quelque chose que j'utilisais également beaucoup moi-même en salle pour des périodes de révision avec les élèves, et c'est là où je voyais que les élèves faisaient de grosses progressions plutôt que du bachotage simplement pur et dur. On va rappeler aussi que tu as commencé par faire de la formation par l'ULM et non pas de l'ULM pour du drone. C'est ça, tout à fait. C'est plutôt, effectivement, c'est l'inverse. J'ai commencé par l'ULM, je volais pas mal en ULM, puis j'ai fait l'instructorat ULM, et c'est à partir de là où on m'a contacté en disant tu peux pas essayer de venir faire des semaines de formation chez nous parce qu'on a du mal à fidéliser des gens. Il faut reconnaître qu'il n'y avait pas beaucoup d'instructeurs qui aimaient faire des formations complètes d'une semaine de théorie pour la préparation théorique, que ce soit pour l'UM et même aujourd'hui pour le CATT. Je connais pas beaucoup d'instructeurs qui prennent beaucoup de plaisir à avoir 10 élèves en phase 2 pendant une semaine et à présenter les différents thèmes théoriques et à répondre à l'ensemble des questions. Moi, j'adore ça et justement, j'ai voulu le transposer dans Drone Theory et c'est la raison pour laquelle ça marche pas mal en fait. Alors, si j'ai bien compris aussi, tu es en train de revoir, parce que bon, depuis 2020 que tu fais des vidéos, tu t'es déjà amélioré, hein, parce que je pense que c'est comme tout le monde, au fur et à mesure, on s'améliore. Et là, tu es en train de voir pour reprendre certaines vidéos de manière à ce qu'elles soient faites, je dirais, d'une autre manière.
Alors effectivement, donc pour toujours un souci d'amélioration, il y a un certain nombre de vidéos, et notamment c'est les vidéos de e-learning, des différents thèmes aujourd'hui, donc CATT, bientôt CATS, et aujourd'hui par contre l'Open A2, qui vont être refaites pour que ce soit dans on va dire un cadre un peu plus pro, avec un montage derrière, une prise de son qualitative, etc. Bon, pour refaire des vidéos qui soient de très belles vidéos. Voilà. C'est-à-dire que tu as fait comme tout le monde, tu as débuté, et puis aujourd'hui, tu viens vers le milieu professionnel pour avoir vraiment de la qualité professionnelle. C'est ça, tout à fait. Donc là, on va refaire des vidéos avec fond vert, caméra professionnelle, micro professionnel, et un monteur qui sera dédié pour coller avec des intégrations des informations pour que l'élève, lorsqu'il voit la vidéo, il retienne directement les éléments essentiels et comprennent le principe de cheminement, de la compréhension des différents thèmes, que ce soit pour la législation aéro, pour la mécanique de vol ou pour la météo, etc., etc. Bah, c'est tout à ton honneur de le faire comme ça. Ça veut dire que tu respectes en fait tes clients. Au fait, puisqu'on parle de clients, ça coûte combien Drone Theory ? Alors aujourd'hui, Drone Theory, donc pour la préparation du CATT, c'est 10 € par mois pendant 6 mois. Et pour l'Open A2, c'est 7 € par mois pendant 4 mois. La formation CATS va bientôt arriver et sera sur le même tarif que le CATT, c'est-à-dire 10 € par mois pendant 6 mois. Et avec ça, tes clients s'en sortent facilement, parce que j'ai cru comprendre que tu avais eu un de tes clients qui n'avait pas voulu vraiment démarrer et qui a repassé plusieurs fois son examen, et quand il a eu marre de payer, il a fini par revenir te voir, c'est ça ? C'est exactement ça. Alors, le client typique qui vient à Drone Theory, c'est quelqu'un qui a voulu passer l'examen tout seul, en regardant 2-3 infos sur Internet, en regardant des vidéos par exemple, qui s'est cassé les dents une fois ou 2 fois. Pour le client dont on parlait, c'était 3 fois même. Et du coup, qui prennent la formation et qui, au bout de 3 semaines, 1 mois, voire avant, selon la progression de la personne, vont repasser l'examen, vont reprendre une date sur Océane et vont réussir du premier coup, après la formation Drone Theory, l'examen. Eh bien écoutez, chers amis de Fréquence Drone, je vous propose une nouvelle pause musicale. Nous revenons dans quelques instants. Some of them want to be
Nous reprenons notre interview avec Nicolas Poncinet, notre invité du jour. Est-ce qu'on peut parler de ta présence ici ? Pourquoi je te rencontre aujourd'hui ? Alors du coup, je suis en formation SORA au sein du CEFAT aujourd'hui. Bonne formation de 5 jours et très complète avec pas mal d'exercices. Ça, c'est vraiment très bien. Comme ça, c'est pour se confronter à la réalité vis-à-vis de demandes à la DESAC. C'est une très bonne formation, au moins... c'est très très complet. C'est complet, c'est complexe aussi parce que la SORA, il y a beaucoup d'informations à intégrer. Et est-ce que ça va t'apporter dans ton quotidien de télépilote, est-ce que ça va t'apporter des éléments complémentaires ou pas ? Ah oui, ça va m'apporter pas mal d'éléments complémentaires et notamment la possibilité pour moi de faire mes propres formations SORA à partir du moment où on n'est pas dans un cadre qui existe, que ce soit en Open A1, A2, A3 ou même en STS01, STS02. Si on n'a pas le drone qui va bien ou si on veut garder un drone comme aujourd'hui, si on avait acheté par exemple un M30 et qu'on veut continuer à l'utiliser, il faut passer forcément par une SORA avec une autorisation d'exploitation à avoir. Par exemple une générique comme on a pu voir durant les cours et à partir de là on pourra refaire les missions qu'on fait déjà aujourd'hui en S1, S2, S3 si l'autorité l'accepte, bien entendu. On va rappeler aussi qu'en tant qu'instructeur drone, toi, tu as connu la période des S4, puisque tu avais la possibilité de former au S4, tout comme moi d'ailleurs à l'époque. Et la SORA rentre aussi dans cette possibilité de faire des vols en grande élongation, de manière à pouvoir faire revoler peut-être, on va pas citer de marque, mais certains drones d'ailes volantes, on va dire, qui à l'époque étaient très très réputés pour ça, et qui aujourd'hui permet peut-être à certains de refaire des prestations qu'ils ne pouvaient plus faire à cause de la disparition du S4. Ah oui, tout à fait en fait. Le fait de pouvoir écrire ses propres SORA et les faire ensuite valider par la DESAC pourra, si encore une fois tout ça est validé, nous permettre de faire des missions qui ressemblent au S4, comme nous le faisions préalablement à l'époque, et se rapprocher en termes de capacité d'opération, de distance d'opération et de rapidité du coup de captation pour les différents clients d'ailleurs, du S4. Donc ça c'est vraiment une bonne chose, en espérant encore une fois que ce soit validé par la DESAC. Alors, je t'ai dit quelque chose tout à l'heure qui m'a fait plaisir, c'est que tu viens ici pour apprendre la SORA et ensuite pour pouvoir former. Alors, je voudrais rappeler quand même qu'au CEFAT, nous, on n'a pas de honte à dire qu'on peut prendre des formateurs d'autres centres de formation pour qu'ils puissent apprendre et ensuite retransmettre. Donc, tu confirmes. Ah, je confirme complètement. Après, à titre personnel, je ne pense pas faire de la formation SORA dans un avenir proche. On verra plus tard, mais en tout cas, comme on en a parlé, c'est pas quelque chose qui soit interdit et c'est une bonne chose que tu ne l'interdises pas. Quand même, ce serait dommage. De toute façon, si on l'interdit, de toute façon, on trouve toujours une autre manière de contourner le système. Donc, ce serait idiot. Non, mais moi, ici au CEFAT, on accueille tout le monde et c'est avec le plus grand plaisir. Eh bien, écoute, Nicolas, moi, je pense que j'ai fait le tour des questions que j'avais à te poser. Est-ce que toi, tu aurais d'autres sujets que tu voudrais aborder ? Non, juste pour le mot de la fin. Concernant du coup les pompiers, j'espère que l'ensemble des SDIS bientôt vont s'équiper de drones et vont créer des équipes parce qu'ils verront absolument l'énorme plus-value que cela a sur intervention. Et petite info, si pour les SDIS qui souhaitent s'équiper, aujourd'hui vous avez déjà un grand nombre de SDIS qui se sont équipés en 2023 grâce au fonds vert et c'est peut-être une solution de financement intéressante pour justement les prochains établissements, les prochains SDIS qui ne sont pas encore équipés, qui souhaitent s'équiper en 2024. Alors, on va juste préciser ce qu'est le fonds vert. C'est pas un drap vert qu'on met derrière comme on fait pour les vidéos. C'est un fonds spécifique financier qui permet en fait de faire des achats, c'est ça ? C'est ça, en fait, c'est un fonds qui a été mis en place par l'État suite aux incendies, aux feux de forêt de 2022 et qui permet aux SDIS de financer des projets ou de l'acquisition de matériel en relation avec la protection des forêts. Je pense que tous les SDIS connaissent ce fonds vert. Bien sûr que tout le monde sait ce que c'est. Par contre, peut-être que c'est intéressant de rappeler qu'il est possible d'acheter du matériel, du drone en tout cas, via ce fonds vert pour créer des équipes. Et ça, aujourd'hui, je ne sais pas si tous les SDIS l'ont vraiment intégré. Oui, en fait, de toute façon, après, je pense qu'ils s'ils cherchent à faire du drone, ils vont trouver des solutions. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, je leur fais confiance. Eh bien, écoute, Nicolas, moi, je te remercie. J'ai passé un bon moment avec toi. Donc, on était aujourd'hui en direct d'une des formations du CEFAT, puisque tu étais chez nous. Et je te remercie de m'avoir accordé cette interview parce que j'essaie toujours d'avoir un peu l'intérêt, la vision de tous les télépilotes qui passent aussi bien ici sur le CEFAT que sur d'autres activités que j'ai. Et ce qui m'intéresse, c'est justement de prendre un peu la température et la mesure de tout ce que vous faites tous au quotidien.
Merci beaucoup, à très bientôt. Merci Thierry, à bientôt. Une interview réalisée par Thierry Mort pour Fréquence Drone.